Avec le professeur Sébastien Salas, on est deux cliniciens pure souche, donc on ne pourra pas répondre aux mutations, etc. etc. On laisse les spécialistes pour ça. Alors les carcinomes épidermoïdes de l'oropharynx HPV induit, on est sur un problème épidémiologique de population générale. On n'est pas du tout sur une niche de patients ciblés. On a toujours eu l'habitude, on a toujours l'image des cancers ORL patients alcoolotabagiques qui développent leur cancer ORL du larynx, de l'hypopharynx, de l'oropharynx. On a toujours eu des patients qui n'avaient pas de facteur de risque, comme on en a pour la cavité buccale sans qu'on sache pourquoi, comme on en a aussi de temps en temps pour le larynx sans qu'on sache pourquoi. Sauf que pour l'oropharynx, on a trouvé l'explication, c'était l'HPV. Et c'est pas si vieux que ça a globalement une quinzaine d'années. Il y a 15 ans, on n'avait aucune idée de notion de cancer oropharyngé en lien avec l'HPV. Et en fait, il y a eu un peu une explosion en termes d'épidémiologie. Ça, c'est les diapos qu'on montrait dans les topos il y a une dizaine d'années en disant il y a beaucoup de prévention contre le tabac et l'alcool. Ça, c'est aux États-Unis. Donc, il y a beaucoup moins de cancers ORL, beaucoup moins de cancers de l'oropharynx en lien avec le tabac. Donc, vous voyez ici, moins 50%. Donc, ça, c'est les projections aux États-Unis entre 1984 et 2004. Et par contre, il y a une explosion des cancers oropharyngés HPV positifs, essentiellement HPV 16, un peu HPV 18, plus de 225%. C'est-à-dire que malgré la prévention tabac-alcool, la diminution globale des cancers ORL liés au tabac et l'alcool, l'augmentation des cancers oropharyngés HPV+, était tellement importante que le taux global de cancer ORL aux États-Unis augmentait. Et ça, c'était les projections qui étaient un petit peu alarmantes, qui disaient que globalement, les cancers de l'oropharynx aux États-Unis allaient exploser, donc jusqu'en 2020-2030. Donc on montrait ces diapos en 2010, donc on disait, vous verrez dans 10 ans, il y aura plus de cancers de l'oropharynx HPV+, que de cancer du col de l'utérus. Donc on disait, ouais, on ne sait pas, c'est vrai, machin. Sauf que le temps a passé, et que maintenant on est situé entre 2020 et 2030, donc on y est. Et si on prend des publications un peu récentes qui ont 1 an ou 2, on se rend compte que maintenant, alors ça c'est aux États-Unis, il y a plus de cancers de l'oropharynx HPV induit, en incluant les hommes et les femmes, que de cancers du col de l'utérus. C'est-à-dire que les femmes, vous voyez ici, on est à 12 000 cancers du col, 3 000 cancers de l'oropharynx, et chez l'homme, on est à 15 000. Donc ça fait 15 000 plus 3 000, on a 18 000 ou 19 000 cancers oropharyngés versus 12 000 cancers du col. Et c'est vrai que le col de l'utérus, on en parle beaucoup, il y a beaucoup de prévention, beaucoup de dépistage, etc. Alors que pour les cancers de l'oropharynx, à part quelques acteurs connus qui ont fait un cancer de l'oropharynx, globalement on n'en parle pas beaucoup, il y a peu d'informations dessus. Alors ça c'était aux États-Unis. Maintenant en France, où on en est, on avait fait une première étude à laquelle on avait participé à Marseille. On avait fait un peu une photographie de l'épidémiologie des cancers oropharyngés HPV+ en France. Donc ça c'est une étude qui a été publiée, alors elle a été publiée un peu tardivement parce qu'ils ont traîné à la publier, mais c'était à peu près l'année 2012. Et globalement les cancers oropharyngés, donc on prenait tous les cancers oropharyngés, ceux qui étaient dus à l'HPV représentaient 38% en France de tous les cancers oropharyngés. Et il y a une étude plus récente, alors c'est des patients de Gustave Roussy, donc c'est pas la France entière, en 2021, donc 10 ans après, ils sont plutôt aux alentours de 57%, donc entre 50 et 60% de cancers de l'oropharynx qui sont dus à l'HPV. Alors c'est des cancers qui sont, on parle de changement de paradigme, qui sont complètement différents en termes de présentation clinique. C'est des gens qui ne sont pas fumeurs, pas de tabac, pas d'alcool. On disait qu'ils étaient plus jeunes, en fait c'est pas vrai, ils ont à peu près le même âge que les autres cancers ORL, qui ont une présentation en APAT qui est très différente, parce qu'en ORL, il y a Jean Delgrande qui pourra nous en parler, mais c'est des carcinomes épidermoïdes bien différenciés, kératinisants. Et là on avait des cancers donc, épidermoïdes très peu différenciés, non kératinisants, donc avec un aspect beaucoup plus agressif au niveau anapath, alors qu'en fait, en termes de pronostic, donc un traitement égal, avait un pronostic nettement meilleur que les cancers non HPV dus au tabac et à l'alcool. Donc ça, c'est l'étude Princeps qui avait été publiée dans le New England, ça fait maintenant une dizaine d'années. Donc ils avaient stratifié en fonction du statut HPV, donc HPV+, HPV-, quel que soit le stade tumoral. On voit que le pronostic des patients HPV+, donc carcinome oropharyngé HPV+, ont un pronostic en 80% de survie globalement, alors que les HPV neg sont à 50%. Donc c'est vraiment un très 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 bon pronostic. Et ils ont encore plus stratifié, puisqu'on a des patients qui ont des cancers oropharyngés HPV+, mais qui sont fumeurs. Donc ça, c'est un peu le problème. Est-ce que c'est dû au tabac? Est-ce que c'est dû à l'HPV? En fait, on a défini 3 groupes. Le groupe à bas risque,
cancer oropharyngé HPV+, non-fumeur. Donc très bon pronostic, plus de 90% de survie à 5 ans. Cancer HPV neg fumeur, c'est très mauvais pronostic, hein, on est aux alentours de 40% de survie à 5 ans. Et risque intermédiaire, c'est cancer oropharyngé HPV+, chez le fumeur. Donc il y a un effet protecteur de l'HPV, enfin du machin, mais ils sont fumeurs, donc ils sont à risque intermédiaire. Donc il y a eu aussi, donc c'est de tellement pronostics, donc là on est à traitement, il n'y a aucune recommandation sur un changement de traitement, hein. Sébastien Salas va en parler après, mais pour l'instant, que ce soit HPV neg ou HPV positif, on les traite de la même façon, mais le pronostic est meilleur, il est tellement meilleur qu'il y a 2 classifications de TNM. Une classification de TNM pour les patients HPV positifs, donc que pour les oropharynx, et une TNM pour les HPV négatifs. Et donc dans les essais thérapeutiques, on a besoin de savoir si des stades 1, 2, 3, 4. Et globalement, quand on prend les HPV neg, ils sont pratiquement tous en stade 2 à 4. En gros, les stades 1, 2, il y en a très très peu, c'est les T1, T2, N0, donc tout petit cancer sans ganglion. Eux, c'est des stades 1, 2. Et après, dès qu'il y a des ganglions, des T3, T4, on est tout de suite dans des stades 3, 4, 4A, 4B. Donc, c'est tout de suite ils sont tout de suite classés dans les stades hauts. Alors que pour les patients HPV positifs, eh ben, il n'y a pratiquement que des stades 1 et 2. C'est-à-dire qu'en gros, T1 à T3 jusqu'à N2, ça reste des stades 1 et 2. Et pour avoir des stades 3 ou des stades 4, les stades 4, c'est ceux qui sont métastatiques. Alors que les HPV neg, les stades 4, ben, si on prend un T3 avec des ganglions, les stades 4, on a que des stades 1 et 2. Donc c'est 2 TNM différentes. Alors évidemment, ils n'ont pas pensé à inclure dans ces TNM les patients qui fumaient et qui étaient HPV+. Donc en RCP, on se retrouve à dire dans quel groupe on les met, quel TNM. Donc c'est un petit peu compliqué, mais globalement, ça c'est voilà où on en est. Donc ensuite, Sébastien, je te laisse la parole. Donc, merci pour l'invitation, Amélie. Là, c'était une diapo de transition, hein, pour parler d'incidence dans les pays industrialisés, hein. On voit que l'augmentation de l'incidence aux États-Unis, elle est de plus 2,7% par an, hein, sur une étude qui s'étend en fait jusqu'à 2015, avec une diminution en fait de l'incidence des cancers du col. Et c'est la même chose en fait au Danemark, donc dans les pays industrialisés. Ensuite, moi je vais plus m'intéresser en fait au traitement, hein. Donc le fait qu'il y ait une incidence en constante augmentation de cette entité, qui est quand même une entité nouvelle, hein, qui correspond à une nouvelle maladie finalement en fait, hein, au niveau des cancers ORL et spécifiquement dans l'oropharynx, le fait que ça soit une maladie de meilleur pronostic comme l'a dit Nicolas, et le fait aussi c'est que c'est plus chimiosensible, c'est plus radiosensible, et ce que disait Nicolas tout à l'heure, c'est plus chirurgical sensible en fait, hein, le pronostic est meilleur même pour les patients qui sont opérés. Le traitement de base pour les patients en fait, qui sont opérés, c'est éventuellement une radiothérapie complémentaire, voire une radiochimiothérapie complémentaire. Pour les patients qui sont inopérables, c'est de la radiochimiothérapie. Et puis pour les patients métastatiques, évidemment, ce sont des traitements systémiques. Donc les patients qui sont P16+, qui sont HPV+, ont une meilleure chimiosensibilité, une meilleure radiosensibilité. La problématique, c'est la toxicité des traitements standards, comme la radiochimiothérapie, avec des toxicités qui sont importantes, surtout de la radiothérapie, où il y a des toxicités aussi à long terme. Et il y a également les toxicités de la chimiothérapie. Donc c'est pour ça qu'en fait, finalement, il y a pas mal d'essais en fait, hein, qui ont été développés, en fait, des essais qui sont des essais de désescalade pour éviter des traitements excessifs avec des effets toxiques inutiles. Donc ce sont principalement, ce que je vais vous présenter, ce sont principalement des essais de désescalade. Alors comment peut-on désescalader ? Donc, comme je vous ai dit, en fait, hein, il y a des patients qui sont opérés, qui ont une radiothérapie, voire radiochimiothérapie complémentaire ou adjuvante. Donc là, le principe, c'est de désescalader en fait les doses de radiothérapie.
Ensuite, vous avez les patients qui ont des tumeurs en place, donc c'est de la radiochimiothérapie concomitante. Donc là, pareil, c'est le même principe, c'est de désescalader les doses de radiothérapie, faire de la radiothérapie avec des doses moindres. Il y a aussi un principe en fait en radiochimiothérapie concomitante pour les tumeurs en place de finalement switcher le cisplatine par une autre molécule pour ces patients qui sont HPV+. Et puis il y a une dernière idée qui est d'ailleurs peut-être la plus prometteuse, c'est de faire une chimiothérapie d'induction et faire une radiothérapie avec des doses moindres de radiothérapie. Alors après, je ne l'ai pas mis parce que ça complexifiait beaucoup, mais il y a aussi la réduction de champ de radiothérapie pour les patients qui sont HPV+. Donc là, c'est un exemple en fait d'essai, en fait, parce que c'est un des rares essais randomisés qui a abouti. En fait, il y a peu d'essais randomisés dans cette thématique. Et cet essai en fait a comparé une radiochimiothérapie standard avec un sel de platine qui a pour effet secondaire de donner des insuffisances rénales, de donner beaucoup de nausées, de vomissements, de donner des hypoacousies, des neuropathies périphériques, donc un traitement qui est quand même assez lourd. Et je dirais que c'est même peut-être le traitement le plus lourd en cancérologie, mis à part peut-être les traitements du sarcome où il faut vraiment faire de très fortes doses de chimiothérapie, ou les traitements en hématologie, mais c'est un autre topic. Et là, en fait, cet essai en fait, a comparé donc radiochimio avec du cisplatine à une radiothérapie associée à une thérapie ciblée qui est un anti-EGFR qui est le cetuximab. Donc la comparaison alors l'objectif c'était principalement sur les effets secondaires, mais il y avait un objectif secondaire qui était sur la survie globale. Le cetuximab ça donne peu d'effets secondaires, c'est des boutons en fait sur le visage, une hypomagnésémie, c'est vraiment très bien toléré. Et donc l'objectif principal c'était la survie globale, et ce qui était attendu c'était au moins en fait une équivalence en fait entre les deux traitements en termes de survie globale, et de façon étonnante cet essai ça a été un échec, et il y a une meilleure survie dans le bras radiochimio avec du cisplatine, donc le traitement standard. Donc cette tentative de désescalade a échoué en fait. Donc probablement la leçon qui a été tirée de cette étude, c'est de dire que finalement ils sont de meilleurs pronostics, peut-être à traitement équivalent en fait. Et c'est pas en désescaladant en fait, on risque de perdre les patients, en fait, d'avoir une moins bonne survie globale si on désescalade. Alors après il y a plusieurs études en fait sur le même schéma que je vous ai exposé tout à l'heure, de réduction de doses avec chimiothérapie d'induction, puis radiochimio avec des doses moindres de radiothérapie. Enfin bon, je ne vais pas me répéter. En tout cas, pour faire très simple, en fait, le niveau de preuve actuel est complètement insuffisant en fait pour changer en fait les traitements en fait pour les patients. Ce qui fait que des fois, parfois en RCP, on a un petit stade, comme l'a montré Nicolas, en fait, un petit stade pour un TNM, un petit stade parce que le patient est HPV+, et on voudrait le traiter de façon différente, faire des traitements moins lourds, et pourtant on ne peut pas parce que les niveaux de preuve ne sont pas encore établis. Le seul essai randomisé qui a été positif, et encore c'était une analyse intermédiaire, c'est un essai de chimiothérapie d'induction, de réduction de dose de radiothérapie comparée en fait à une radiochimiothérapie conventionnelle. Et là, en fait, je passe aux patients qui sont métastatiques, donc c'est des traitements systémiques, et on a quand même en fait des essais spécifiquement en fait pour les patients qui sont HPV+. Par exemple, en fait, c'est souvent l'association en fait d'une immunothérapie avec une vaccination thérapeutique. Donc ça, c'est un essai qui est en cours à la PHM, et il y en a un deuxième d'ailleurs en fait dans les cancers de l'oropharynx HPV+. C'est un deuxième essai où on résiste à l'immunothérapie, on progresse sous immunothérapie, et on fait une vaccination thérapeutique, et on rattrape parfois des patients. Bon, pour l'instant, c'est des résultats de patients qu'on a inclus dans des essais, mais il y a un patient qui progressait très franchement,
sous immunothérapie et sous anti-PD-1 et qu'on a vacciné et là à nouveau répondu en fait à l'immunothérapie. Donc comme si ça restaurait en fait l'efficacité de l'immunothérapie. Alors après aussi, alors là c'est une étude en fait épidémiologique transversale et à laquelle Jean participe aussi en fait, dont le but c'est de connaître la proportion des cancers des voies aérodigestives supérieures attribuables à HPV en fonction de leur localisation. Donc il y a peut-être d'autres localisations, ça on a peu de données en fait qui sont HPV+, et c'est une étude qui compare deux périodes, 2008-2009, à une période qui est plus récente, 2018-2019, pour voir si en fait l'incidence des cancers de l'oropharynx, mais pas que de l'oropharynx. Et là on commence à avoir, c'est des brides de résultats, mais dans cette étude, il y a les nasopharynx, par exemple, ce qui n'a rien à voir en fait avec les cancers de l'oropharynx. Ça, c'était pas du tout les mêmes facteurs de risque comme le tabac, l'alcool. Le facteur de risque, c'est des cancers du nasopharynx, c'est EBV. Et ils trouvent quand même 20% à 25% de patients HPV+ dans cette population-là. Donc il y a quand même peut-être une des co-infections en fait virales. Enfin, je ne sais pas comment dire autrement. Et puis, voilà, ils veulent décrire des grandes populations en comparant le statut HPV entre deux périodes et en fonction de la localisation. Alors après, c'était une diapo, c'est une diapo maison en fait. C'est pour vous dire quelles questions on se pose nous en fait au quotidien ou de façon plus globale. Le dépistage n'existe pas en fait des cancers de l'oropharynx et c'est vraiment une problématique. Donc comment on pourrait dépister cette maladie, ce qui n'est pas évident. À quel moment de l'histoire de la maladie on a l'impression qu'il y a une période d'incubation très longue et qu'on finit par développer un cancer de l'oropharynx HPV+. Est-ce qu'il faut dépister les autres cancers HPV induits? On l'a vu pour le cancer du canal anal, en fait, on peut effectivement dépister d'autres cancers. Est-ce qu'il faut dépister, en fait, alors le patient, je pense que c'est un reliquat de diapo précédente, mais c'est pas grave. Le partenaire du patient qui développe un cancer de l'oropharynx, est-ce qu'il faut dépister le cancer du canal anal? Ou le cancer du col chez les partenaires des patients qui présentent un cancer HPV induit. Après, il y a les mécanismes oncogéniques aussi. Il y a quand même une méconnaissance dans ce cancer en particulier. Et ce qu'on en sort de Breuden, a priori, de l'étude observationnelle, c'est que probablement que la durée d'exposition en fait, au virus est oncogénique. Je ne sais pas si ça peut s'exprimer comme ça, mais plus on est exposé au virus, plus on a des chances de développer un cancer. Donc ce sont des résultats préliminaires. Et puis après, que ce soit Nicolas ou moi, on cherche des facteurs prédictifs. Les cancérologues, ça cherche toujours des facteurs prédictifs de réponse au traitement ou des facteurs pronostiques spécifiques des cancers HPV. Alors l'ADN circulant, alors dans le sang, certes, mais là on trouve que la voie salivaire peut-être, est-ce que si on cherche du cancer HPV dans la salive, est-ce que c'est prédictif de la réponse au traitement? À un moment donné, on avait même un début de projet avec l'IHU de microbiote salivaire. Est-ce que ça a un intérêt et puis, voilà, est-ce qu'il n'y a pas d'autres co-infections puisqu'on a l'exemple du CAVOM où c'est EBV et HPV. Et puis, quels sont les sérotypes impliqués? Alors, on sait que c'est beaucoup HPV 16. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres variants? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres sérotypes? Voilà, puis je vais laisser le mot de conclusion à Nicolas et de finir la diapo. Juste un mot sur le dépistage. En fait, ça se développe dans les amygdales. Donc tonsil palatine et amygdale basilinguale, pas au niveau du voile du palais. Ça se développe au fin fond des cryptes amygdaliennes.
Donc on pense que c'est le virus qui stagne, que ça macère, je parle avec les mots d'un clinicien. C'est pour ça qu'on ne peut pas dépister, on ne peut pas faire des couvillons à la surface de l'amygdale parce qu'il faudra aller au fond des cryptes et ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. Donc on n'est pas comme sur le col où on fait des dépistages, on va chercher l'HPV, etc. Au niveau ORL, on ne peut pas le faire techniquement, en tout cas pour l'instant. On sait qu'il y a quand même plus de risques en fonction du nombre de partenaires sexuels, etc., du sexe oral, etc. Ces gens sont quand même plus à risque de développer un cancer oropharyngé, mais globalement, ça touche la population générale. On n'arrive pas à trouver de sous-population vraiment beaucoup plus à risque. Après, sur les stratégies thérapeutiques, c'est vrai qu'on est un peu embêté. Je dois avouer que cette nouvelle classification de TNM est pas très utilisable en pratique, quoi. Comme je vous ai dit, il y a des patients qui fument qui sont HPV+, et puis aussi il y a des gens qui sont stade 1, et pour qui on fait radiochimiothérapie, alors que normalement, un stade 1 en ORL, c'est radiothérapie exclusive, ou chirurgie seule. Et là, on a des stades 1 et on fait radiochimio, parce qu'ils ont une tumeur et un ganglion. Et on a vu que si on essayait de désescalader le traitement, et ben, les gens, ils guérissaient moins. Donc aujourd'hui, on va essayer d'avoir moins de séquelles et les gens ils vont plus mourir, donc c'est pas très logique. Donc on continue à faire des radiochimios pour des stades 1 et pour l'instant on peut pas changer. Voilà, après dans les stratégies, on peut essayer de stratifier, c'est-à-dire commencer par faire de la chirurgie. Donc pour des petits cancers, on a développé la chirurgie transorale robot assistée depuis quelques années. Donc on enlève la tumeur, on regarde des critères de mauvais pronostic. Et en fonction de ces critères, on va stratifier et faire soit surveillance, soit radiothérapie, soit radiochimiothérapie, mais ça c'est dans le cadre d'essais thérapeutiques. Et puis diminution de dose de rayons. Voilà. Après, thérapie ciblée, alors je ne vais pas trop m'avancer là-dedans devant cette audience, mais traitement antiviraux, traitement ciblant E6, E7, alors ça c'est ce qu'on voit dans les littératures, c'est des pistes, donc je ne sais pas trop ce que vous en pensez. Et puis évidemment la prévention, alors le vaccin, il n'a pas l'AMM pour le cancer de l'oropharynx, en tout cas en France, mais bon, on est censé vacciner tous les garçons, toutes les filles, et on peut imaginer que si tout le monde était vacciné, dans 20 ans, on n'aurait plus de cancer de l'oropharynx, comme on n'aurait plus de cancer du col, ou presque plus. Mais ça, c'est pareil, je crois qu'il y a 27% de la population vaccinée, 37%, donc on est quand même loin du compte, mais ça résoudrait quand même pas mal de choses. Dans les années à venir, après on a les 20-30 ans à venir à gérer, et on voit beaucoup de patients, quoi. Mais on peut quand même leur dire qu'ils ont, moi je leur dis, tu leur dis pareil, qu'ils ont 90% de chances de guérir, ce qui est quand même pas mal, en cancérologie. Moi je leur dis en consultation, donc ils attaquent le traitement la fleur au fusil quand ils savent ça. Et après par contre il y a quelques patients qui sont particulièrement de mauvais pronostics, que l'on voit forcément plutôt en oncologie, qui font des localisations particulières, souvent des patients jeunes et qui font des métaoses d'emblée, des métastases en fait au niveau hépatique, une population un peu particulière et de très mauvais les 10% qu'on guérit pas, quoi. Les 10% qu'on guérit pas. Il faut vous mettre en relation avec Vivien Pézia. Parce qu'ils n'avaient pas a priori des immunodépressions ces gens-là. Ah non, pas du tout, non.